Bonjour à tous, bienvenue pour passer, combien de temps? Allez, on va passer ensemble 2 petites heures, voilà, 2 petites heures à discuter finalement de ce qui a peut-être changé ou pas, parce que ça va être ça, toute la question, autour de votre profession, autour des achats. Alors on va le faire d'abord avec des CEO, avec l'ensemble de ceux qui, quelque part, ont peut-être regardé les achats d'une manière différente pendant cette crise et qu'en reste-t-il après? Ensuite, on fera le point justement sur l'agenda du Conseil national des achats et puis les acheteurs seront autour de cette table pour essayer de débattre justement de ce qu'ils retiennent eux aussi de cette crise, de ce choc. Je préfère parler de choc plutôt que de crise. Mais on va donc démarrer avec les CEO. Alors j'ai presque envie de dire, on va avoir des acheteurs, des achetés, et puis ceux qui sont entre le marteau et l'enclume. Voilà, Nelly, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Absolument. Nelly Plus, donc, qui représente ici, on va le dire, l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. C'est bien pour ça que vous êtes là, Nelly. Agathe Bousquet, bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes plus achetée, j'étais un peu dans cette idée-là, Agathe, donc CEO de Publicis France. Et puis Pierre-Olivier Brial. Vous êtes plus acheteur, mais en même temps, il faut être aussi massivement acheté quand même pour que le modèle de Manutan fonctionne. Mais vous êtes une immense plateforme qui fournit du matériel professionnel. Et donc, vous êtes le directeur général délégué de Manutan. Donc, on va discuter ensemble de la façon dont... Alors, d'abord, quand même, je voudrais... Ça ne veut pas dire prendre un peu de hauteur, mais parce que derrière, sans doute, ça amènera à mieux comprendre vos réflexions sur les achats et sur la façon dont les choses peuvent se développer. Mais... Bon, question très ouverte, savoir ce que vous retenez de ce choc. Agathe, si je vous pose la question, savoir ce que vous retenez de ce choc, évidemment en ayant en tête le prisme des achats qui va nous accompagner pendant 2 heures. Vous avez raison, je trouve, de parler de choc parce que je pense que toutes les stratégies qui étaient avant crise, elles ont été soumises à un choc incroyable et qu'elles sont exacerbées avec la crise. Ouais. Et donc ceux qui étaient très en défense, sont encore plus que jamais en défense. Et ceux qui étaient en transformation, en réinvention, en changement, au fond se disent j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait et il faut que j'accélère. Donc pour moi, c'est ça que je retiens, sachant qu'il faut évidemment le faire en ayant bien conscience et en ayant une bonne connaissance de où sont les consommateurs, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Parce que dans ce monde d'après, mine de rien, ils ont quand même beaucoup changé. Il faut le faire avec des sujets de quête de sens. C'est pour ça que je suis là, parce que le titre que vous avez donné à cette table nouvelle responsabilité des achats, absolument. On est dans un moment où il y a un reboot de sens, il y a une quête de sens qui était à l'agenda des CEO, qui était dans l'ordre du jour de leur conseil d'administration ou de leur directoire, mais qui a pris une place prépondérante. Et on est dans un moment où, en même temps, on est dans une logique de maîtrise des coûts, de pilotage des KPI, de tension sur les dépenses, dans un moment où la croissance, elle n'est pas là et où la compétitivité, c'est compliqué. Forcément, tout ça, ça fait des injonctions paradoxales et en réalité, c'est soumis à ces chocs-là. Et je pense que du coup, je pense que je suis là, c'est que les achats vont jouer un rôle très stratégique dans ce moment-là parce que c'est un choc majeur. Vos consommateurs, nos consommateurs, les consommateurs, en ce moment, ils sont tous en train quand même de se ruer chez Lidl pour essayer d'acheter le moins cher possible en ayant accumulé 85 milliards d'euros d'épargne. Michel-Édouard Leclerc dit oui, j'y peux rien, mais la guerre des prix a reparti, on peut pas faire autrement. Donc, j'ai l'impression qu'en termes de reboot, on va peut-être être déçus, non ? Mais les consommateurs, ils sont aussi à la recherche de plus de local. Le bio ne s'est jamais aussi bien porté. Ils sont assis à la recherche de savoir comment est-ce que les entreprises se comportent. Est-ce qu'on peut mettre à leur actif ou à leur passif la manière de traiter leurs salariés ? Ils vont les mettre sous surveillance. Ils sont aussi des citoyens. Voilà. Ouais. Je pense qu'en fait, et c'est là où les achats ont un rôle clé, c'est que le sujet, c'est pas seulement d'acheter moins cher, mais c'est d'acheter bien, d'acheter avec une forme de prise en compte d'un engagement. Alors évidemment, tout dépend de la vision du grand patron ou de la grande patronne, parce que c'est vrai que souvent les achats sont au service d'une stratégie, d'une vision de l'entreprise, et sont un agent fort d'ailleurs, un agent moteur de ça. Ils peuvent jouer d'ailleurs un rôle d'accélérateur. Ou alors, ils peuvent se mettre, comme le reste de l'entreprise, en position défensive. La question, c'est de quel côté de l'histoire on veut se situer dans ce monde post-choc. J'ose dire post, parce qu'on est en plein dedans. On est dedans, ouais. Nelly ? Alors, par rapport à cette crise, c'est un chaos. Il faut tirer les leçons, enseignements de ce chaos, absolument, par des plans d'action. Moi, j'ai retenu 3 choses. J'ai retenu déjà que pendant cette crise, on a vu qu'on avait des dépendances à l'international. Mais or, en France, on a des talents
et on a des idées. Et il y a eu un esprit de solidarité. Donc ce premier point, c'est que finalement... Stresser la chaîne d'approvisionnement et voir que près de chez soi, enfin le bonheur est parfois près de chez soi. Exactement, ouais. Et il faut soutenir ça, il faut être solidaire, il faut soutenir l'innovation. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et on est tous à cœur. Non mais... allez-y. C'est ce que porte Probiguity aussi, mais vous prêchez une convaincue. Donc la chaîne d'approvisionnement, donc la première chose, c'est véritablement soutenir la French Tech et puis tous les... On va y aller, faisons juste les têtes de chapitre là, Nelly. Le deuxième point, les dispositifs de l'État pendant cette crise ont été fantastiques. PGE, le chômage partiel, etc. Mais pour que ce ne soit pas futile, que ça ne reste pas futile, là maintenant qu'on est sorti de la crise, etc., et que ça soit utile, il ne tient qu'à nous, et là je rejoins ce que dit Agathe, à ce que les réflexions soient bien menées ensemble, avec un vrai plan d'action, une gouvernance des achats, mais qui soit collective. Et ça, c'est très important, parce que c'est tous ensemble. Et le dernier point, c'est le point de vue social, évidemment, hein, c'est un peu ce que je défends aussi, c'est tout ce qui est social et solidaire. Et donc, je discutais pas plus tard qu'hier avec mes équipes, et on en est ressorti avec un comportement différent dans la relation à l'autre, dans nos relations avec les fournisseurs. Et socialement, il y a besoin de retrouver un sens. Retrouvons un sens, une bonne cause. C'est Alain Garnier qui parle de souveraineté numérique. Il me semble que en convergeant ces trois éléments, on a des bonnes raisons de pouvoir travailler ensemble pour créer de la valeur. Bon, Pierre-Olivier. Alors moi, je retiens un mot, s'il fallait en retenir un, c'est culture. C'est-à-dire que je pense que dans cette période qui a été sidérante, les cultures d'entreprise ont été mises à l'épreuve, très fortement. Moi, je l'ai vu chez Manutan, c'est-à-dire qu'avec le recul, on a une grande fierté d'avoir toujours opéré, etc. Et je pense que c'est le résultat de tout un travail de culture qu'on a fait et de voir comment les entreprises se sont remobilisées. Moi, j'en connais certaines qui ont arrêté, parce que je pense que culturellement, il y avait un certain nombre de problèmes en amont. D'autres qui ont continué de façon remarquable. Et donc, moi, ça a renforcé ma conviction que la culture, c'est invisible, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, mais que quand elle est mise à l'épreuve, on voit réellement la force du collectif, ce qui a été construit, ce qui n'a pas été construit. Et du coup, moi, je crois beaucoup au temps long. C'est-à-dire, je ne sais pas si demain, on changera radicalement. Vous êtes très dubitatif, on peut le dire. Non, mais moi, ça m'intéresse. Vous êtes très dubitatif, justement, sur l'idée changement radical. Je pense que ce sera, soit c'est une tendance de fond qui se construira dans la durée et que la prise de conscience se transformera en justement une culture étendue et comment une entreprise se dit mais finalement ce que j'ai vécu en interne, comment je le déploie en externe, comment je crée avec mes fournisseurs ces mêmes valeurs, etc. Mais moi je crois au temps long là-dessus. C'est-à-dire que ce sera tout un ensemble de mesures et tous ensemble, tout l'écosystème, soit qui se dit il faut que ça change, mais ça ne changera pas en 6 mois. Pierre-Olivier, il a fallu prendre des décisions dans l'urgence. J'imagine, sur un certain nombre de vos fournisseurs. Il a fallu, alors, d'abord, revoir l'ensemble, sans doute, de votre chaîne d'approvisionnement. Mais vous me disiez, vous avez toujours été très prudent sur vos approvisionnements, justement. Oui, toujours. Même avant cette crise, c'est-à-dire que nous, on a d'abord considéré qu'il ne fallait pas dépendre de quelques fournisseurs. À l'inverse, qu'il fallait construire des relations dans le temps long et pas zapper d'un fournisseur à l'autre. Et là aussi, je crois que dans cette crise, un fournisseur, certains se sont retrouvés avec le choix. De dire, moi, je produis du gel, à qui je le vends ? Et là, je suis aussi convaincu que les relations qui ont été construites dans la durée fait qu'ils nous ont privilégiés. Et donc, encore une fois, ce genre de crise... C'est ça, parce que vous faites, à un moment, il vous est tombé dessus des commandes massives. Mais voilà, c'est ça, vous êtes quand même fournisseur. Voilà. Et à l'ensemble du business en France. Voilà, et à qui on fait confiance. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut surtout pas que cette crise, passer l'émotion de dire on va tout changer, on soit dans l'émotion, mais qu'on soit maintenant dans la rationalité, en disant on va changer, ça va prendre du temps. Et il faut réfléchir en temps long pour vraiment changer les comportements. Ça, j'en suis, pour ma part, assez convaincu. Bon alors, Nelly nous a offert un certain nombre de têtes de chapitre. Relocalisation, par exemple. Agathe, comment est-ce que vous voyez ce mot que j'entends absolument partout aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un mode d'emploi. Alors, nous, il a fallu quand même qu'on trouve un mode d'emploi rapidement sur le sujet de la production, puisque par définition, chez Publicis, une de nos activités, c'est quand même de produire des contenus, de produire des films, et que une grande partie des tournages pendant le confinement s'est tout simplement arrêté, puis après a repris, mais avec une relocalisation obligée, forcée d'une certaine manière. Là où, au fond, on produisait souvent à l'étranger pour une raison très simple, c'est pour des logiques de coût, parce que les charges sociales, pour parler très concrètement, sont parfois moins chères dans certains pays quand on va produire des films à l'étranger.
Alors c'est aussi parfois parce qu'on trouve pas le soleil comme qu'on voudrait pour le film, ça, ok, ou des mannequins, ok, d'accord. Mais enfin parfois c'est quand même très guidé par des logiques de prix. La plage en des réalité, cocotiers, il faut quand même aller chercher. Voilà. Là où il y a une plage et des Il y cocotiers. en a en Corse, mais c'est pas pareil. Non, la réalité c'est que souvent c'était des logiques de coûts qui faisaient aussi qu'on allait tourner à l'étranger et que là on est dans des logiques de relocalisation, on va dire obligée. Obligée, Bon. Et en réalité, cette obligation, d'une certaine manière, géographique par la force des choses liée au fait qu'on ne pouvait pas voyager, en réalité, elle a permis, là aussi, notamment avec les acheteurs, où on pouvait vraiment ou avec les directions de marketing avec lesquelles on pouvait travailler de manière très intelligente, de réinventer, parce que, au fond, on peut produire en France, je rejoins le point de Nelly, on peut produire en France sans que ce soit forcément que plus cher, parce qu'on va être moins nombreux sur les tournages, parce qu'on va privilégier le remote digital, et d'une certaine manière, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de gens qui vont suivre le film qui est en train de se produire, mais beaucoup plus à distance, donc il y a moins de gens qui voyagent, mine de rien, ça limite les coûts aussi. Et donc, au fond, on ne va pas voir ça que comme une contrainte de tourner en France. On va aussi voir ça comme une opportunité. Et ça, c'est possible à partir du moment où on est dans une logique, je reprends votre point, de dialogue, de discussion, où on se fait confiance, où on n'a pas une armée de gens qui surprotègent les achats par du cost control dans tous les sens, mais qu'on est plutôt en train de se dire « Ah ben voilà, c'est ça la manière de réinventer le métier », une fois encore avec des pressions, mais aussi avec des nouvelles opportunités. On regarde du coup les choses différemment et on se rend compte qu'au fond, on fait... mon expression du mot, on fait un retour vers le futur. C'est-à-dire, on revient de cette crise avec une accélération des changements qui, finalement, est bénéfique pour l'entreprise. Mais ça veut dire, Agathe, vous dites, donc, qu'on comprenne bien, ce sont des films que vous achètent des grandes marques, des multinationales, oui, des acheteurs et des acheteurs. Enfin, je veux pas, mais les acheteurs des multinationales, c'est des gars qui, quand même, avancent à coups de tableau Excel et de règles à calcul. On est d'accord, Agathe. Et vous dites, en fait, il faut les intégrer le plus en amont possible du projet. Ah mais bien sûr. Pour que personne n'ait de mauvaise surprise sur ce qu'on va faire. Nous, le plus gros sujet que nous avons, c'est d'avoir une relation en direct, d'avoir une relation stratégique, de comprendre et d'expliquer nos métiers, et de comprendre la stratégie de l'entreprise, de comprendre aussi où veut aller l'acheteur, et que nous, on puisse apporter des réponses. Aujourd'hui, on invente, sur les sujets de la production, on invente de nouvelles manières de travailler, plus digitales, plus audio, plus locales, plus en remote, totalement, plus homemade, totalement différentes. Ça, on peut même complètement intégrer les studios de production au sein des entreprises. Pour ça, il faut qu'on ait un allié qui s'appelle l'acheteur. Évidemment, le directeur marketing, le directeur de la communication, etc., ça peut aider, mais l'acheteur est absolument clé. S'il comprend que c'est un rapport où, à un moment donné, tout le monde peut se réconcilier, si on n'est que dans la défiance, si on n'est que dans la défense, si on n'est que dans la surprotection avec des gens qui ne regardent qu'un tableau Excel, bien sûr qu'il faut acheter moins cher, bien sûr qu'il faut regarder dans un moment où tout le monde est obsédé par l'économie. On ne va pas inverser le sens de rotation de la Terre. Il y en a quand même un qui veut marger au maximum et un autre qui veut essayer de limiter ses coûts. Oui, mais on peut tout à fait trouver des nouvelles manières de faire. On le fait actuellement avec des très grandes marques, des très grands clients, des clients historiques de Publicis, avec lesquels on est en train d'inventer de nouvelles manières de produire. À la fin de l'histoire, nous, on sait bien de toute façon qu'on ne va pas produire comme dans les années 90 ou dans les années 2000. Enfin, je veux dire, Mad Men, c'est terminé. Mais, en réalité... dans ce monde dans lequel on vit, sur la production, il y a eu une accélération. Cette accélération, c'est une opportunité. À condition de la regarder, il faut un peu travailler. Il faut un peu travailler. C'est-à-dire qu'il faut un peu se voir. Et puis, il faut en avoir envie. Et je sens à vous entendre, il y a une espèce d'envie d'embarquer. Je ne vais pas citer des marques ici, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent en ce moment avec certains très grands clients qui vont faire des économies énormes parce qu'ils vont intégrer les studios, parce qu'ils vont rentrer dans des logiques de content factory et ils vont faire ça en faisant plus proche, plus local. Et pour reprendre votre point, en termes de solidarité, c'est absolument génial. C'est génial de produire en France. Pierre-Olivier, vous approuviez le discours enflammé. Moi, j'approuve. Après, je pense qu'il faut remonter aux racines de pourquoi on ne produit plus en France. Donc, on a quand même, depuis les années 2000, notamment industrielle, une politique d'impôt de production totalement délétère, ce qui fait que produire en France, c'est absolument plus rentable. Ce sont des frais de douane à l'envers. C'est aussi un désintérêt de l'industrie assez massif et une politique pas cohérente. Moi, je suis toujours surpris de voir le tourisme en France. On est la première nation, mais ça fait 30 ans qu'on est extrêmement logique sur le tourisme. On améliore nos villes, etc. Politique industrielle, on a fait des pôles de compétitivité, on commence, on arrête, etc. Donc ça, c'est le premier point. Là, les impôts de production viennent de baisser de 10 milliards. C'est pour nous, les ETI, absolument indispensable. Deuxième élément, c'est revoir la notion du prix. C'est quoi un prix ? Aujourd'hui, un prix, est-ce que ça doit intégrer l'empreinte écologique ? Est-ce que ça doit intégrer la possibilité de faire travailler l'économie sociale et solidaire, etc. Moi, je pense qu'on produira en France si les acteurs publics, les acheteurs, les fabricants, on se met autour de la table en disant « mais c'est quoi un prix ?» C'est quoi un prix ? C'est-à-dire que quand je fais un appel d'offres... Pas qu'on fasse un cartel non plus. Vous voyez, je vous entends, Nelly, vous là, faut qu'on se mette autour de la table, faut qu'on ensemble...
Oui, mais enfin bon, les règles de concurrence, c'est d'abord ça qui fait progresser une économie. Mais je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, dans un appel d'offres, vous valorisez le kilométrage, parce que tout le monde dit la planète brûle, il faut à tout prix maintenant. Donc, valoriser le kilométrage. Soyons logiques, on valorise le kilométrage. C'est pas de dire du coup, je fais travailler que des Français, mais ça veut aussi dire qu'une entreprise étrangère qui veut gagner des appels d'offres doit venir s'installer sur le territoire national. Ou en tout cas, j'intègre ça de manière très transparente. Où j'intègre ça. Si on prend le secteur public, aujourd'hui, les mêmes régions ou les mêmes mairies qui vont financer des associations qui vont réintégrer de l'emploi, en même temps vont faire des appels d'offres où ils vont vers le moins 10 ans et ils vont détruire leur emploi local. Donc la vision à 360 degrés de ce que c'est qu'un prix, des conséquences, moi je suis complètement d'accord. Dans les entreprises, on peut le faire. Nous, chez Manutan, on a lancé une solution Save Inside qui marche très très bien parce qu'on monte à un acheteur l'ensemble des coûts, parce qu'un acheteur, il doit justifier en interne. Mais s'il peut dire aujourd'hui le million qu'on avait prévu de mettre dans l'insertion, ce million-là, il y en a 300 000 euros qui va avec ce fournisseur parce qu'il y a des engagements. D'un coup, on a une vision à 360. Si on ne fait pas ça, c'est pareil le consommateur. Aujourd'hui, si on ne l'éduque pas en lui laissant le choix, en lui disant aujourd'hui, ce produit-là, il vaut 30, ce produit-là, il vaut 40, mais dans le 40, voilà le coût écologique, etc. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et pour ça, il faut se mettre tous autour de la table. C'est pas un distributeur, c'est un fabricant, y compris d'intégrer des fabricants étrangers. Nelly, c'est rassurant quand même ce que vous entendez là quand on est justement entre le marteau et l'enclume. Absolument, à condition que les opportunités soient bien partagées, rendues visibles aux fournisseurs, parce que ceux qui vont faire justement la relocalisation, qui vont porter les projets des studios ou qui vont faire les productions, c'est, et on le sait, le tissu économique dit fragile sur le territoire. Il s'est passé quelque chose quand même pendant, enfin on en reparlera d'ailleurs avec les CPO tout à l'heure. On a vu un certain nombre de grandes entreprises, je ne sais pas si c'est le cas de Publicis ou de Manutan, oui on en a discuté ensemble, c'est le cas de Manutan, finalement soutenir leurs fournisseurs. C'était même plus raccourcir les délais de paiement, c'était payer à la commande, c'était faire des avances de trésorerie. Cela. On a vu des mobilisations absolument formidables. Incroyables. Est-ce que vous pensez qu'il en restera quelque chose ? Ah oui, j'en suis sûre. Je suis confiante. J'y crois. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement. Il y a Bercy qui, depuis 10 ans, a créé le label Relations fournisseurs achats responsables. C'est le médiateur qui a Pierre Pelouzet qui a lancé l'appel de solidarité aux entreprises chez Groupe Equity d'ailleurs. La centrale d'achat s'est mobilisée pour soutenir les fournisseurs, les petits fournisseurs, justement, en ouvrant un service gratuit et les aider dans leur dysfonctionnement pour justement sécuriser la relation, faire que ce fournisseur ne soit pas en risque, ne soit pas fragilisé. On leur a répondu sur tous les sujets, mettre en place leur projet PGE, les difficultés sur les délais de paiement. Groupe Equity est lauréat du prix des délais de paiement sur la catégorie PME en 2018. C'est la moindre des choses. Donc, partager nos bonnes pratiques, savoir comment... obligé d'être voilà. Du prix des délais de paiement. Et les clients en sont ravis. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'intermédiaire de confiance, Groupe Equity se doit de sécuriser et de protéger justement les fournisseurs pour la durabilité, pour qu'ils soient performants. Et là, je rejoins ce que dit Pierre-Olivier et Agathe, c'est que aujourd'hui, on a tout intérêt à être collectif, à faire ensemble, mais surtout à partager justement la visibilité sur les appels d'offres, la visibilité sur les délais de paiement, les évolutions, la transformation. Agathe, vous m'avez parlé de devis responsables et de devis irresponsables. Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas être totalement naïf dans ce moment-là dans lequel on vit. Il y a eu en effet des attitudes absolument remarquables. Moi, je suis d'accord, des gens qui ont renouvelé des fidélités alors qu'on pouvait arriver dans un moment de renouvellement de contrat avec appel d'offres potentiel. Ils ont dit non, c'est pas le moment dans la crise. On vous renouvelle, une négociation évidemment à la clé, mais quand même on privilégie le fait de durer. On a eu des fournisseurs qui nous ont dit on va pas vous lâcher maintenant, on va raccourcir des... Bien sûr. Et nous, ça nous a quand même aussi aidé vis-à-vis de tout un écosystème de gens qui travaillent autour de nos productions, autour de nos métiers, dans la data, dans le digital, etc. Mais on a aussi eu des gens qui ont appelé en disant, en fait, vu la crise, je te fais moins 60 et c'est maintenant, et d'ailleurs, vous changez rien à l'équipe, vous travaillez. On a aussi eu ça. Et on a aussi... Non, mais il faut quand même le dire. Il y a aussi, mais oui, bien sûr. Et c'est vrai que de ce point de vue-là,
On voit aussi d'ailleurs quand parfois les acheteurs qui nous appellent pour nous dire ça, on va pas dire qu'ils sont bien dans leur basket. Ouais. La réalité, c'est qu'ils suivent aussi une stratégie. C'est pour ça que moi je revendique que ce soit systématiquement la direction des achats soit systématiquement au plus haut niveau de l'entreprise, vraiment aux côtés du patron et dans les COMEX. Absolument. Parce que en réalité, c'est comment vous achetez, c'est comment vous êtes. Enfin, je veux dire, un consommateur qui achète tout bio, il a une personnalité de consommateur qui est différente de celle qui va acheter de la junk food toute la journée. Donc à un moment, ça dit beaucoup de choses sur ce que vous êtes en tant qu'entreprise, la manière que vous aurez d'acheter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être extrêmement dur, il ne faut pas se faire avoir, mais la question du rapport de confiance, il est clé. C'est pour ça que, pour reprendre le point de la question, sur devis, oui, il y a des devis responsables, il y a des devis irresponsables. Quand à un moment, on a des évaluations très très bonnes avec un partenaire, qu'on nous a mis une note de 19 sur 20 et qu'on nous annonce le même jour qu'on va nous mettre en appel d'offres parce que tu comprends, il faut que tu nous fasses moins 50% sur ce que tu nous donnes aujourd'hui, ce n'est pas responsable. Il va y avoir, à la fin, il va y avoir de la décréation de valeur, des deux côtés d'ailleurs, hein. Pas seulement pour Publicis, mais parce qu'on ne peut pas vendre la même chose quand c'est 50% moins cher, c'est pas possible. Surtout quand on est dans des prestations intellectuelles, ça n'existe pas. Donc, il y a des devis responsables, et puis, il y a, et ça c'est ce qui est formidable avec l'époque dans laquelle on vit, il y a des devis responsables parce que ça prend en compte, vous en parliez, la dimension écologique dans laquelle nous sommes rentrés. Aujourd'hui, on est dans une transformation sur le marketing qui peut prendre en compte de l'éco-conception de A à Z, qui peut prendre en compte le non-impact carbone de A à Z. Ouais. Il y a des choses d'ailleurs sur lesquelles ça va coûter plus cher. Mais comme le disait Pierre-Olivier, et il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies. Il faut donner toutes ces infos aux acheteurs. Mais pour qu'ils puissent eux-mêmes aller justifier le prix auprès, justement, tout à fait. Et il y a des acheteurs, peut-être aussi auprès de leurs clients à eux, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des acheteurs qui sont hyper forts sur les sujets que ça passionne, qui sont très engagés sur ces sujets-là, qui d'ailleurs parfois nous apprennent des choses parce qu'ils voient tellement le marché évoluer que sur l'éco-conception, ils peuvent nous challenger. Ils peuvent dire, j'ai entendu parler de cette solution, comment vous faites là-dessus, sur le papier, une fois encore de l'éco-conception de bout en bout, depuis le brief jusqu'au produit fini, comment est-ce que je suis capable d'innover. Donc il y en a qui sont très moteurs, il y en a qui sont très receveurs de notre expertise pour pouvoir progresser, puis il y en a d'autres qui veulent même pas entendre parler parce qu'ils pensent d'emblée, et c'est ça le sujet de la défiance, que ça va coûter 10% ou 20% plus cher à la fin. Et c'est là où il faut casser des mauvaises perceptions. Faire mieux conçu ou bien conçu ou éco-conçu, c'est pas forcément plus cher si à un moment donné on fait une transformation. Et si à la fin ça coûte plus cher, mais que c'est l'engagement de l'entreprise pour pouvoir dire, parce qu'attention, bien acheter, ça peut aussi avoir des répercussions sur la réputation de la boîte. C'est là où il parler, évidemment. Bien sûr. Donc, et moi qui fais de la com de crise, vous pensez ma question, Agathe. Pardon, mais tout ça pour dire que oui, il y a des devis responsables et des devis irresponsables. Et aujourd'hui, nous, on pense que le seul moyen d'avoir des devis responsables, ça rejoint ce que vous avez dit tous les deux, c'est qu'il y a un échange, il y a une proximité. Échange, grande transparence, tout mettre sur la table. Pierre-Olivier, il y a eu soutien d'un certain nombre de vos fournisseurs. Je précise la question. Soutien parce que vous sentiez que c'était de votre devoir de les soutenir, ou soutien parce que ces fournisseurs étaient critiques pour vous, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? Vraiment les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qu'il a fallu soutenir parce qu'à un moment donné, on a vu qu'effectivement, face à cette crise, ils auraient des vraies difficultés à s'en sortir. On a aussi vu notre dépendance à certains fournisseurs, c'est-à-dire que certains fournisseurs ont choisi. Est-ce que ces masques-là, est-ce que ce gel que Manutan veut acheter pour ses clients, est-ce que je le livre à Manutan ou est-ce que je le livre à quelqu'un d'autre? Et donc là, encore une fois, il y a tout le relationnel qui a été construit. Moi, je crois qu'il faut considérer la relation avec un fournisseur comme la relation qu'on a avec un collaborateur. C'est-à-dire qu'un collaborateur, on dit déjà, il faut créer du lien au sein de l'entreprise, créant du lien avec les fournisseurs. On est transparent, mais pas complaisant. Il y a bien sûr, un collaborateur souhaite être augmenté. Il y a ce jeu avec un collaborateur. Donc, moi, je crois qu'un fournisseur, c'est la même chose. C'est beaucoup de relations, c'est de la transparence, c'est de l'exigence. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, on a des fournisseurs qui sont extrêmement bons, qui viennent chaque année avec des innovations, d'autres qui sont mauvais. C'est un peu comme un collaborateur, vous avez des collaborateurs formidables, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu lâcher prise par rapport aux fournisseurs et de se dire, je dois gérer ça comme tout membre de mon écosystème. Et c'est pas très différent d'un collaborateur. Et l'entreprise. Ah oui, pour vous, il est carrément intégré, en fait. C'est ce mot anglais, de stakeholder. Il est partie prenante, en fait. Mais on n'est rien sans ces fournisseurs. On n'est rien. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas un produit, pas un service qu'on fait sans ses fournisseurs. Et moi, je pense qu'on doit. Le fournisseur est source d'innovation. On doit faire monter son fournisseur. Tout à l'heure, vous parliez. Il y a une limite entre, effectivement, le relationnel et la complaisance.
Et cette limite, pour moi, c'est l'innovation. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est le seul. L'exigence de J'entends et je bois vos paroles. En tant que observateur de la vie économique, on va dire comme ça. Le dynamisme de la concurrence, il est quand même indispensable. Oui. Donc, et en plus, c'est assez français quand même cette idée. Ah ben, Élysée, il y a Bercy, etc. Hop, mettons-nous tous sous l'ombre de Colbert et l'exigence de l'innovation. Comme ça, ouais, c'est ça. Il faut créer des nouveaux usages. Ouais. Oui. Et puis, Non, mais on est dans un moment incroyable de réinvention de tous les métiers. Enfin, sur le métier que je connais moi, c'est indispensable de faire de l'innovation. Oui, il faut qu'il y ait l'aiguillon de la concurrence. Mais bien sûr, mais tout à l'heure, moi je suis dans un secteur extrêmement concurrentiel, je passe ma vie en appel d'offres. Il y a un truc qui est sûr, vous avez dit un truc très important tout à l'heure, vous avez parlé de culture. Moi je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la concurrence et sur le sujet de l'innovation? C'est très clair. Qui a le modèle pour accompagner la transformation marketing, qui a fait les investissements pour être fort sur la data, sur le digital, sur le marketing avancé, sur la production, les content factory. Donc ça, c'est un sujet de structure. Est-ce que vous avez la structure? Et après, est-ce que vous avez la culture qui colle, vous l'avez dit tout à l'heure, au fait qu'on peut être ensemble bons partenaires? Mais tout ça, structure et culture, c'est de l'innovation permanente. Si vous n'êtes pas à la pointe de ce qu'il faut en termes d'expertise sur le sujet du marketing, vous êtes dégagé demain matin parce que nos clients, ils regardent ce que font les autres agences, ils regardent ce que font les groupes de communication, ils voient qui rachète qui fait quoi, qui s'équipe en data, qui s'équipe en digital, et ils vont vers là où il y a de l'innovation. Ils n'ont aucune raison, alors que ça s'est durci pour eux, de choisir des partenaires qui n'ont pas changé. Donc, l'innovation, elle est absolument clé parce que eux bougent, les partenaires doivent avoir bougé. J'aime bien quand vous dites, c'est comme un collaborateur et qu'au fond, si mes fournisseurs, ils n'ont pas changé, à un moment donné, oui, comme un collaborateur, ils risquent d'être old school et ils risquent de sortir de la boîte. Nelly ? Ouais, face au durcissement, il y a faut pas que ce soit un gel, quoi. Vous comprenez ? Exactement, faut pas que immobile. Mais après, il y a une réalité. Vous parliez du durcissement de la réglementation. Face au durcissement de la réglementation, on a le devoir de vigilance, loi Sapin 2, respect des délais de paiement, etc. Il y a une cartographie des risques avec des contrôles classiques qu'on connaissait, dépendance économique, etc. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux points de contrôle, exactement, que nous avons créés sur la base de la norme, du référentiel ISO 26000 et de la norme achat responsable ISO 20400, qui ont enrichi et qui permettent l'agilité dont on a besoin pour soutenir l'innovation. Et nous, en fait, ce qu'on propose, c'est de faire des économies sur les provisions pour risque. On a au bilan des milliers d'euros qui sont bloqués et qui sont tous les jours de plus en plus importants. On le sait, on n'a que le bilan à faire, à regarder la direction financière. J'adore les vendeurs, mais là on est là pour parler des achats, pas pour vendre votre boîte, Nelly. Absolument, mais alors justement, si on pouvait réutiliser justement cet argent qui est bloqué, même 30% de ces économies de provision pour risque, pour les réinvestir dans la transition énergétique, dans les projets digitaux, qu'est-ce qui se passe pour les achats? Des gains. Donc c'est pas vendre mon modèle, non, mais bien sûr. Et de toute façon, il y a un point. Et on a mais ça, je pense que ceux qui, à l'agenda des comités d'audit 2021, il y a l'ensemble de ces nouvelles responsabilités. C'est-à-dire, les entreprises ont pris une masse d'engagements considérables sur la dernière année. Il va falloir la mesurer, il va falloir l'auditer, il va falloir faire tout ça. Ça, c'est assez clair. Cette question, vous l'avez dit, Agathe, d'un mot. Nelly, votre sentiment, remonter les achats. Ça va faire plaisir à ceux qui nous regardent. Remonter les achats au plus haut de l'entreprise, qui soient associés le plus en amont possible à la stratégie et à l'ensemble de ce qui se joue. Mais absolument. Avec un fondamental, c'est justement de considérer le fournisseur, le sous-traitant, de la même façon qu'on aimerait être considéré soi-même. Ouais. Bah oui, je pense que c'est aujourd'hui un changement, une pédagogie, un accompagnement. Et effectivement, les achats, aujourd'hui, c'est central dans la gouvernance de la direction générale. Pierre-Olivier, oui, mais c'est évident. Le CPO, il est tout en haut chez Manutan. C'est extrêmement stratégique. Le point, c'est qu'il y a peu de départements dans une entreprise qui sont autant en relation que les achats. C'est un vrai carrefour relationnel, parce que les achats sont en relation avec les fournisseurs, évidemment, quasiment tous les départements en interne. Enfin, il faut que ça le soit. Voilà, beaucoup les clients. Et donc, la culture dans l'entreprise va beaucoup se traduire par ce relationnel que les achats vont avoir. Donc oui, c'est totalement stratégique. Aujourd'hui, dans la transformation digitale, notamment, vu les investissements qu'on fait, on laisse plus les structures digitales ou technologiques négocier seules. On vient avec les achats. Mais ça demande aussi un niveau d'acheteur qui effectivement est élevé, parce que ça demande des généralistes capables de comprendre l'ensemble des domaines. Et donc, ça doit monter en compétences. Oui, c'est sûr. Mais vous savez,
il y a quelque chose d'assez frappant aujourd'hui. C'est si vous regardez un certain nombre de pays, moi je pense notamment à l'Allemagne, le rôle des acheteurs là-bas, l'importance qu'ils vont attribuer à leurs sous-traitants. Ils demandent même, ils vous imposent un certain nombre de sous-traitants, etc. Et donc ça veut dire que les achats ont contribué à créer des relations extrêmement stratégiques qu'ils importent, qu'ils imposent à leur écosystème. Donc oui. Oui, mais enfin bon, je veux pas, surtout pas prendre un ton professoral, mais ça s'appelle le capitalisme rhénan. Il est très particulier. Ils ont des liens aussi avec leur banque, la banque régionale, et avec le gouvernement régional. Donc, on est sur quelque chose justement d'un tout petit peu endogamique, dont on verra comment il va résister aux temps qui sont devant nous. Non, mais je sais pas. Je comprends que parce que vous représentez aussi ici, ce qu'en Allemagne on appelle le Mittelstand, les entreprises de taille intermédiaire. Et je comprends que vous regardez l'Allemagne avec des étoiles dans les yeux. Non, mais si on reparle en termes de concurrence... Alors moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on a monté un club ETI Île-de-France. On est 100 ETI. Aujourd'hui, on commence à travailler ensemble, etc. Mais c'est pas de la consanguinité. Pourquoi ? D'abord, on s'est réunis parce que autour de la région, pour travailler la transformation écologique, la transition digitale. Donc on n'a pas du tout démarré en disant on va faire du business ensemble. Mais petit à petit, des relations se créent. Et à partir de ces relations, on répond à des appels d'offres ensemble, on achète, etc. Sans jamais, enlever de l'exigence. Parce que de toute façon, un DG ne va pas imposer en disant vous travaillez avec tel fournisseur. Mais on maille, et on va même voir des grands groupes ensemble. Moi, je pense qu'il faut lâcher prise en France vis-à-vis de ça. Il faut arrêter de se dire c'est là. Parce que moi, je veux bien que le modèle rhénan, chaque fois, on dit est-ce qu'il résiste. Bon, là, dans la reprise, ça va un peu mieux. Quand on voit l'état industriel, moi, j'ai pas de problème avec le modèle rhénan. Non, mais d'ailleurs, on a plein d'atouts. Mais je vais vous dire juste un petit exemple. Moi, quand j'ai lancé on a lancé une filiale en Russie. On était, nous, notre concurrent allemand. Moi, je suis allé voir les sociétés françaises. Elles m'ont toutes reçu poliment en me disant on vous mettra dans l'appel d'offres. Promis. Mon concurrent allemand, il a eu des commandes. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut changer. Ouais. C'est ça qu'il faut changer. Mais on le changera parce qu'on a créé aussi le relationnel sur notre territoire national, parce qu'on se connaît, parce qu'on va ensemble à l'étranger. Et il y a un paradoxe, c'est qu'en France, c'est comme quand vous voulez prendre un rendez-vous avec quelqu'un en France. Il n'a jamais le temps. À partir du moment où le relationnel se crée, il vous a dit j'ai 1 heure, vous restez 3 heures. Donc soit on admet que ce relationnel-là, il est important, on se décomplexe, on enlève les carcans des appels d'offres, etc., et on met effectivement des règles de concurrence saines et ça va se développer, soit on reste dans cette logique de chien de faïence en disant il ne faut surtout pas se parler parce que si on se parle, et je pense que rien ne changera. Les amis, il y a, juste on va finir cet entretien, cette table ronde passionnante, vous allez être quand même soumis à une masse d'injonctions contradictoires. Vous disiez paradoxal, Agathe. Il va falloir arbitrer. Et à un moment, il va falloir que vous fassiez des choix, non ? Et sans doute transmettre ces choix à vos acheteurs, à vos fournisseurs. Qu'est-ce que je privilégie ? Je privilégie le Made in France, je privilégie l'écologique. Parfois, il y aura des énormes contradictions. Je privilégie les gains de pouvoir d'achat parce que je veux que mon produit soit accessible. Vous avez réfléchi à ça, Agathe, à l'ensemble ? Oui, en permanence, en fait. Non, mais je pense que c'est un moment pour nous, comme pour nos clients, où il y a vraiment besoin de s'aligner. Et qu'au fond, dans un monde où les prédictions... moi, je pense que c'est compliqué d'en faire. C'est important de s'accrocher à ses convictions, plus que jamais. Donc, où j'emmène ma boîte ? Quel est mon business model ? Est-ce que j'ai la bonne structure ? Ou est-ce que je dois encore investir ? Est-ce que j'ai la bonne culture ? Ou est-ce que je dois y faire attention parce qu'elle n'est pas adaptée ? Ce à quoi je crois dans le monde qui est en train de se dessiner, sur lequel je ne renoncerai pas. Nous, on est un people business. On vend de l'intelligence, des idées. On n'a pas de machine, pour être clair. Alors... c'est pas péjoratif. Mais bien sûr, moi, je peux pas. C'est que des gens, donc du coup, forcément, il y a des choses sur lesquelles je peux pas sacrifier, je peux pas descendre, je peux pas baisser. Je dois défendre des talents sur lesquels, d'ailleurs, mes concurrents faisant pareil. À la fin, c'est une guerre des talents. Donc oui, il y a des logiques. De même que je considère qu'on a un rôle dans la transformation des entreprises, dans le conseil qu'on donne aux dirigeants, dans le conseil qu'on donne aux directions de marketing pour plus être un acteur de la transition écologique dans leur manière de faire du marketing, dans le fait que c'est plus que jamais important d'avoir leur data. On l'a vu dans ce moment-là. Aujourd'hui, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point beaucoup de clients ont laissé la gestion des data aux GAFA. Les GAFA connaissent mieux leurs clients qu'eux-mêmes. Et dans ce moment de crise, on l'a bien vu, ceux qui connaissent leurs clients, moi je dis donc investissez dans la data, lâchez pas ce sujet-là, parce que en fait, ceux qui ont investi dans le e-commerce, la transformation digitale et la data, ils s'en sont mieux sortis que les autres dans cette crise. Donc au fond, oui, c'est un moment compliqué où il faut regarder les dépenses,
Mais c'est surtout le moment de regarder la réinvention, la suite de l'histoire, avec une vision. Et c'est pour ça que oui, les patrons des achats, ils doivent être dans les COMEX, parce que comment j'achète, c'est comment je suis, et c'est là où je vais. Donc à partir de là, c'est comme le DRH, vous l'avez très bien dit. Parfait. Nelly, un mot de conclusion? Au même titre que l'on connaît le développement de la marque employeur pour favoriser la relation avec les employés, moi je pense qu'il faudrait développer la marque acheteur ou la marque partenaire ou la marque fournisseur pour renforcer la relation client-fournisseur. Alors moi je pense que les injonctions paradoxales, c'est pour ça qu'on est payé, c'est pour les dépasser. Et donc là où on voit, il y a toujours une solution, ça j'en suis convaincu, mais ça passe par le collectif. C'est-à-dire que ça passe par se dire amenons tous les regards pour trouver le sommet du triangle. Si on reste en chien de faïence en interne avec l'externe, on ne trouvera jamais l'eau du triangle. De toute façon, il n'y a pas le choix. On aura besoin de compétitivité, on aura besoin de baisser les prix, il faut faire la transition écologique, etc. Le sommet du triangle, il existe, toujours. Et c'est ça qui est passionnant. Et à mon avis, c'est vraiment pour ça qu'on se lève le matin. Mais encore une fois, il ne passera dans l'entreprise et avec ses clients et ses fournisseurs que par du collaboratif, en disant regardons toutes les compétences pour trouver le sommet du triangle. Merci Pierre-Olivier, merci Merci Agathe. à vous, merci Nelly. Stéphane.